Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale du vautour, donc du coup, on vous parle de vautour. Comment ça va Sophie? Fatiguée, une semaine de conférence, un peu claquée. Voilà. Et un prix gagné, bravo. Oui, bon. Ah. C'est un petit quiz entre gens qui se comprennent. Entre gens qui sont sérieux. Voilà. Mais bravo, c'est toujours un prix, félicitations. Donc, journée internationale du vautour. Alors pour les auditeurs et pour les auditrices, ce sera beaucoup plus tardif, mais on est en train d'enregistrer en ce début septembre, effectivement. C'était la journée internationale du vautour, et tu vas nous parler de vautour. Oh, quelle surprise! Quelle surprise! J'ai hésité moi aussi à parler de oui. vautour, et puis je me suis dit non, on va peut-être faire un autre sujet. On aurait pu faire un épisode spécial vautour en fait. C'est vrai. Ouais. C'est pas les sujets qui manquaient cette semaine à évoquer. Il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis. Il y a même eu des papiers qui ont été corrigés dans la foulée de leur sortie, ou plutôt qui ont été invalidés dans la foulée de leur sortie. Donc, voilà, c'était assez épique cette semaine. Alors vautour du coup. Moi, je vais parler de rhinocéros de Java et de Corvus anca, c'est-à-dire la corneille à bec fin, dans la deuxième partie de l'émission. Mais honneur, du coup, à celui dont c'est la journée internationale. Eh ben, vive les vautours. Vive les vautours. Vive les vautours. Ces oiseaux mal aimés, hélas, qui sont encore utilisés d'ailleurs par certaines cultures pour de la médecine traditionnelle, ce qui n'aide pas leurs affaires tout de même. Aujourd'hui on va parler de vautours, mais on va parler d'un vautour que vous connaissez bien en Europe. Alors je dis vous parce qu'évidemment moi je n'y habite plus vraiment, mais pour ceux qui y sont, le fameux vautour fauve que vous connaissez très bien, notamment dans le sud de la France. On connaît sa silhouette sur le ciel qui se découpe très très facilement avec ses fameux doigts au bout des ailes, et puis cette tête toute blanche. Avec ce duvet tout fin par-dessus, qui est d'ailleurs très utile quand il mange, vu que ça évite de trop se salir et d'avoir besoin de nettoyer ses plumes. Voilà, donc le fameux vautour fauve, un gros oiseau, mine de rien, qui a une envergure de plus de 2 mètres, entre 2,60 m, 2,70 m, c'est quand même pas mal, et un poids qui peut varier entre 6 et 11 kilos à peu près. Voilà, dans les grandes lignes, ça dépend s'il a mangé ou pas. Voilà. Et ces animaux, ils sont très intéressants parce que c'est des animaux qui vont vivre longtemps. C'est pas juste un petit oiseau qui va avoir une longévité de 2-3 ans peut-être, comme les plus petits passereaux. C'est un animal qui peut avoir une longévité de 30 ans dans la nature, ce qui est quand même assez incroyable, mine de rien, quand on y pense. Parce que ça veut dire qu'ils ont le temps d'avoir une certaine expérience, et ils ont aussi le temps, notamment, de se faire des amis. Et alors ça, c'est le sujet d'une publication... Incroyable. Voilà. C'est le sujet d'une publication qui est sortie, donc il y a pas longtemps, fin août. Alors c'est pas exactement cette semaine, mais bon, je voulais en parler parce qu'elle est quand même bien sympa. Qui s'appelle Behavioral Plasticity Shapes Population Aging Patterns in a Long-Lived Avian Scavenger. Donc on parle du vautour fauve ici. Et malheureusement c'est un PNAS, donc vous aurez juste l'abstract parce que l'article n'est pas disponible en open access, hélas, mais on vous mettra quand même le lien au cas où. Évidemment. Et au pire vous le trouverez certainement sur d'autres sites que nous ne citerons pas. Voilà. Et donc on va parler aujourd'hui de ce vautour fauve, de sa longévité et donc de sa capacité à se faire des copains. Incroyable. Et il y a des chercheurs donc de l'université de Californie à Los Angeles qui se sont intéressés à ces vautours, parce que bon déjà c'est un animal intéressant, tout à fait. Et surtout, vu sa longévité, ils se sont dit est-ce que ce serait pas un peu comme nous, mine de rien? Est-ce qu'ils seraient pas capables de former des amitiés pendant leur jeunesse? Est-ce qu'ils les garderaient pas tout au long de leur vie? Est-ce qu'ils auraient pas, en quelque sorte, les mêmes habitudes
Est-ce qu'ils finiraient pas un peu... Tu sais, souvent on parle de nous et de nos anciens comme des gens qui sont très attachés à leurs habitudes, qui ont toujours leur petite routine, etc. Bah, est-ce que ce serait pas pareil pour les oiseaux, t'as fait par hasard? Est-ce qu'on pourrait pas tester ça? Et alors ils l'ont fait. Ils ont testé ça sur les vautours fauves. Et c'est là où c'est très très marrant, parce que je trouve que quand même, rien que l'idée de la chose, moi j'ai trouvé ça terrible. Et du coup, ils ont suivi des vautours par GPS, donc ils leur ont implanté, vous savez, les fameux petits boîtiers GPS qu'on peut poser avec ce qu'on appelle les sacs à dos. Donc c'est simplement un petit harnais que vous mettez sur l'oiseau et puis vous attachez dessus un petit boîtier GPS et vous pouvez comme ça suivre à la trace l'animal et notamment savoir quand est-ce qu'il se pose à un endroit et qu'il y reste suffisamment longtemps, notamment pendant la nuit, pour dormir, tout simplement. Et ça vous permet de connaître leurs habitudes. Et quand vous avez plusieurs boîtiers GPS les uns à côté des autres, ça veut dire que tout simplement les oiseaux se sont perchés sur la même branche, voilà. Donc on suppose qu'ils sont potes. Et alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi ces vautours, pas pendant 1 ou 2 ans, ils les ont suivis pendant 15 ans, ce qui est quand même pas mal. Et oui. Donc ils avaient déjà l'idée il y a 15 ans. Il y a 15 Incroyable. ans, ils ont commencé leur truc il y a 15 ans. Et ils ont suivi 142 vautours fauves. Alors je dis griffons parce qu'en fait en anglais c'est griffin, mais bon, en français autant pour moi. Il est possible que je fasse la faute assez souvent. Donc ils en ont suivi 142 individus quand même, des jeunes et des moins jeunes, sur une période de 15 ans pour voir justement cette évolution entre le vautour dans sa jeunesse et le vautour dans sa phase plus adulte. Alors pour ces animaux-là, on considère qu'ils sont jeunes jusqu'à peu près 5 ans. Et puis à partir de 5 à 10 ans, c'est les adultes, les jeunes adultes en quelque sorte. Et puis à partir de 10 ans, on parle plus des anciens dans ces cas-là. Donc ils ont déterminé donc il y avait ces 3 catégories d'âge et ils ont essayé de voir s'il y avait des différences entre les 3 catégories d'âge dans leurs copains, dans la manière dont ils réagissaient, dans la manière dont ils interagissaient avec le monde autour d'eux en fonction de leurs habitudes. Et alors, c'est là que c'est très intéressant. Il se trouve que les jeunes vautours, ils sont un peu comme des ados, en fait. Ils vont un peu partout, ils sont à fond, ils ont plein de potes, ils vont essayer de faire des nouvelles relations. Tous les soirs, ils essaient de changer d'endroit où ils vont se poser pour la nuit. Enfin bref. De l'ado, quoi. Ça découche souvent. Ok. Voilà. La période un peu plus jeune adulte, là ça commence à se poser un peu. Alors là ils vont sur un peu moins de sites, ils ont leur site favori et ils s'y tiennent plutôt. Donc alors ils savent pas si c'est parce que peut-être il y a de la compétition pour ces sites-là et que du coup il faut qu'il y ait un oiseau qui soit un peu plus âgé avec un peu plus d'expérience en quelque sorte pour arriver à prendre la place sur le site avant les plus jeunes ou simplement les pousser un peu pour prendre sa place à lui, pour montrer qui c'est le patron. En tout cas, les plus adultes commencent déjà à avoir leur site favori sur lesquels ils reviennent. Plus ou moins tout le temps, donc ils peuvent avoir une sorte de cycle, ou alors ils vont passer plus quelques jours par là, puis après ils reviennent à l'autre endroit, mais bref, ils ont quand même leurs habitudes. Et par contre après, les plus anciens, eux par contre, ils ont tendance à préférer un site, et ils s'y tiennent. Ok. Voilà. C'est leur site, quoi. C'est leur point de rendez-vous. Et puis, c'est avec leurs potes. C'est-à-dire que c'est toujours les 3-4 mêmes vautours qu'on va retrouver au même endroit. Voilà. Et ils sont ensemble, et ils se mettent les uns à côté des autres, et puis voilà. C'est comme ça, et c'est normal, c'est leurs petites habitudes. Faut pas les pousser trop, voilà. Et alors, c'est là que c'est très amusant, du coup. Parce que ces chercheurs, ils se sont dit, c'est quand même assez incroyable. On a une corrélation entre la manière dont ces vautours réagissent et la manière dont nous, on réagit en tant qu'humains. Ils ont trouvé ça très très drôle. Et donc, ils ont fait cette publication pour expliquer leur trouvaille. Et moi, je trouvais juste que rien que l'idée de la publication était déjà géniale. Non, mais c'est dingue, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. C'est absolument dingue, vraiment. Surtout chez les vautours, en fait. C'est pas le premier oiseau auquel tu penserais ça, tu vois. Faudrait faire des études sur d'autres espèces maintenant, les corvidés bien sûr. Moi je pense au Kea, ce perroquet de Nouvelle-Zélande complètement allumé.
qui arrête pas de faire des bêtises. À mon avis, il y a moyen de trouver des trucs de fou aussi sur eux, quoi. Non mais c'est fou, quoi. C'est incroyable, hein. Non mais c'est dingue. Moi je trouve ça génial. Donc voilà, vous verrez plus les vautours fauves que vous avez près de chez vous du même œil. Voilà, vous pouvez me dire merci. C'est incroyable, franchement. Mais en plus, j'étais passé devant cette publication, je l'avais pas lu parce que je sais plus si j'avais pas le temps ou si j'étais happé par mon travail ou autre. Et ça m'avait pas sauté aux yeux. J'ai fait oui, bon bah c'est une étude comme une autre, on verra si on la prend. Que nenni. Incroyable. Voilà. Et ça sur une quinzaine d'années, quoi. Ouais. Moi j'ai une question quand même par rapport au fait qu'on ait donc les subadultes entre guillemets et les adultes, en tout cas les anciens. Est-ce que du coup il y a des liaisons et des déliaisons d'amitié qui se font au fur et à mesure du temps? Quand ils sont jeunes, donc ils vont partir un peu à droite à gauche, se faire plein de potes, et puis petit à petit, comme ils avancent en âge, et ben ce nombre d'amis va diminuer un petit peu pour garder vraiment un noyau dur vraiment de vrais amis, un peu comme pour nous en fait. Et par contre, ils vont pas se refaire de nouveaux amis au cours de leur vie une fois que cette phase d'adolescence en quelque sorte est passée. D'accord. Après, c'est toujours les mêmes oiseaux qui vont rester ensemble tout le long de leur vie. Donc on a vraiment une amitié qui dure. Incroyable. Et donc ça, c'est aussi grâce aux résultats de l'étude en question qu'ils ont trouvé ça. Ça me fait plaisir en fait de savoir que on n'est pas les seuls dans ce cas-là, que voilà, c'est... Puis c'est marrant, ça permet aussi de voir les vautours sous un autre œil, parce qu'on a tendance à se dire, oui, bon, c'est juste du charognard qui vient nettoyer, c'est la poubelle de la savane ou quoi, je sais pas, hein, Mais en fait, non, pas du tout. Il semblerait que ce soit vraiment qu'il y ait vraiment des relations entre ces oiseaux-là, qu'il y ait vraiment des amis, des habitudes. Moi, je trouve ça terrible hein, de mieux connaître ces bestioles grâce à ce genre d'études. Le pire, c'est, je pense, quand je vais devoir préparer mes cours, parce que je donne des cours d'ornithologie et que je vais devoir expliquer ça aux gens, les gens vont faire, mais c'est... Quoi? Comment? Pardon? Et ouais. Exactement. Incroyable, hein? Ah, incroyable, effectivement, c'est le mot qui me revient. Je suis assez soufflé honnêtement par cette découverte. Il y en a quelques-unes comme ça au cours de l'année qui te font dire waouh. À chaque fois que tu crois avoir trouvé un truc, bah non. Les oiseaux ils viennent en disant non, on a encore des trucs à vous montrer. Hein, Et ouais. Revenez. Exactement. Avec 10 000 espèces en même temps. On se dit bien qu'il y a quand même des choses à découvrir encore. Hein. Oh oui. Bon, et toi de ton côté? Eh ben, moi tu ne parles pas de vautours, toi? Bah non, moi je vais parler du rhinocéros de Java et d'un corvidé. On va rester dans les corvidés puisque je vais parler de la corneille à bec fin. De quoi? Maintenant on a des rhinocéros dans l'émission, ça vole aussi? Ça vole non. Pas à ma connaissance, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, petit cas intéressant possiblement d'interaction entre le mammifère et l'oiseau. Et c'est une étude assez intéressante parce que elle est un peu, on va dire, collatérale à une grosse étude qui est réalisée depuis 2019, une étude de bioacoustique sur le rhinocéros de Java, parce que le rhinocéros de Java fait partie des mammifères les plus gravement menacé au monde. C'est un rhinocéros donc qui est présent, comme je l'ai dit, sur l'île de Java, donc en Asie du Sud-Est, donc une zone géographique particulièrement restreinte. Et nos chers amis naturalistes, nos chers amis zoologistes ont utilisé des pièges photographiques sur l'intégralité de l'aire de répartition du rhinocéros, et plus précisément dans le parc national d'Unjung Kulon. Et ils ont découvert une interaction
inconnue précédemment. C'est la première fois qu'elle est détaillée dans la bibliographie, entre le rhinocéros de Java et la corneille à bec fin. Et grosso modo, pour résumer, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, la corneille chercherait des ectoparasites dans les oreilles du rhinocéros. Voilà pourquoi on parle du rhinocéros et de l'oiseau. Donc, sur cet enregistrement, puisque on a eu, comme je l'ai dit, différents pièges qui ont été posés, d'avril à septembre 2018, sur 21 sites au sein de ce parc national, et 99 rhinocéros de Java ont été observés. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 99 individus différents qui ont été observés, ça veut dire qu'il y a 99 observations qui ont été réalisées. Et le 23 septembre 2018, à la frontière côtière sud, eh bien, on a eu cette interaction entre notre corneille et notre rhinocéros, une interaction qui n'a été enregistrée qu'une seule fois, mais qui a duré plus de 30 minutes, rien que ça. Donc, concrètement, l'interaction, c'est quoi? C'est deux corneilles à bec fin qui se sont posées sur une femelle adulte et sur un jeune rhinocéros. Tout d'abord, les corneilles ont volé depuis la canopée de la forêt sur le dos des rhinos. Ils se sont approchés des rhinos depuis le sol. Ils se sont concentrés sur 3 zones, les plis cutanés du dos et du cou, les oreilles et la région inguinale. Et ils ont observé en tout 386 secondes de contact physique visible entre les corbeaux et le rhinocéros, et plus précisément, ils ont observé 78 secondes où les oiseaux étaient sur le petit rhinocéros, et le reste du temps, environ 80% sur celui de la mer. Et donc, ça rejoint un petit peu d'autres observations qui avaient été réalisées un petit peu plus tôt sur d'autres animaux, et notamment des interactions que nous avions eu l'occasion, Sophie, de discuter ensemble, puisque nous avions parlé des rhinocéros africains et des fameux pig-buffs. Oui. Ça avait été l'objet d'un épisode où on avait parlé effectivement du fait que nos chers amis pig-buffs se nourrissaient possiblement des ectoparasites, mais peut-être pas que, puisque on en avait conclu également, et c'est aussi une observation qui a été réalisée par les scientifiques, que ces oiseaux ouvraient des plaies pour pouvoir se nourrir du sang de leurs pauvres victimes. Voilà. Hélas. Rien que ça pour nos chers amis rhinocéros. Et donc, il faut savoir que les rhinocéros d'Afrique, comme les rhinocéros de Java, sont principalement attaqués par des ectoparasites, et ces ectoparasites peuvent transmettre des maladies qui, si elles ne sont pas diagnostiquées dans les temps, peuvent être mortelles chez les rhinocéros, et d'autant plus quand on a une espèce qui est en danger critique d'extinction. On suppose d'ailleurs que environ une soixantaine de décès qui ont été recensés depuis 1980 pourraient être dus à justement des maladies développées par ces animaux. Alors c'est assez intéressant parce que y a eu des observations sur le rhinocéros, mais les chefs de villages locaux avaient observé des interactions de nettoyage similaires entre d'autres animaux, le mina à ventre blanc et le buffle d'eau domestique. Pareil, ce sont des observations qui ne sont pas rentrées dans la littérature. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que notre cher mina à ventre blanc, il a disparu du parc national. Donc ce sont déjà des relations qui étaient relatées chez d'autres espèces. Alors le comportement de nettoyage des corneilles, on me l'a dit, il peut être bénéfique pour la santé des rhinocéros, puisque justement en enlevant ces ectoparasites, on limite le nombre de maladies transmises.
Mais on a aussi parfois des oiseaux qui transportent des tiques entre les autres, puisqu'on a des transports entre les différents individus. C'était observé donc notamment chez les buffles d'eau domestiques, et on peut supposer aussi que les corbeaux peuvent être justement responsables aussi de l'arrivée de ces maladies chez ces animaux, puisqu'ils font partie, entre guillemets, de ces transporteurs, quand bien même ils se nourrissent quand même de ces ectoparasites. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont conclu, nos chers amis? Parce que la conclusion, elle est assez, on va dire, assez simpliste, puisque, on l'a dit, il y a quand même, pour le rhinocéros d'Afrique, nos chers pig-buffs qui peuvent causer diverses troubles. Ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de blessures externes hémorragiques causées par des parasites comme leurs homologues africains, donc comme nos chers rhinocéros africains. Les rhinocéros de Java ne montrent pas forcément des comportements de résistance extraordinaires, donc ce sont des oiseaux qui sont tolérés sur les animaux, ce qui veut dire aussi peut-être que l'interaction est beaucoup plus ancienne qu'on peut le croire. Et le troisième point, c'est même des comportements de sollicitation apparents, puisque parfois les oreilles pivotent pour permettre justement aux corneilles de pouvoir rentrer dans les oreilles et pouvoir se nourrir. Mais comme le concluent aussi les scientifiques, les connaissances sur l'écologie du rhinocéros de Java sont extrêmement limitées, et comme je l'ai précisé en début de prise de parole, on a eu pour l'instant qu'une seule interaction qui a été trouvée sur les 99 observations qui ont été réalisées. Donc on ne peut pas encore définir ce comportement comme un mutualisme de nettoyage. Il faudrait observer beaucoup plus de fois ce comportement pour vraiment en être certain. Mais peut-être que le fait qu'on ait beaucoup moins de rhinocéros font peut-être que des corneilles sont beaucoup moins aptes à apprendre ce genre de comportement. Et donc finalement, que la transmission culturelle de l'information s'est perdue au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure que les rhinocéros ont disparu de l'île de Java. Voilà pour cette petite observation qui a été réalisée malgré eux par des chercheurs travaillant sur la sauvegarde du rhinocéros de Java. C'est super intéressant du coup, parce que si tu sauvegardes le rhinocéros, tu vas aussi sauvegarder ces comportements-là, donc exactement. Exactement. C'est vraiment important au niveau conservation. Absolument, et ça montre aussi que il y a beaucoup de comportements aujourd'hui qui sont particulièrement difficiles à voir. Alors on parle des oiseaux, mais sans doute c'est aussi le cas pour les autres animaux, parce que justement ces animaux sont en danger critique d'extinction, ou parce que ces animaux ont disparu, et il y a des relations de mutualisme ou de parasitisme, parce que l'inverse peut être vrai aussi, qu'on ne connaîtra pas, ou qui sont devenus très rares parce que l'un ou l'autre des individus manque de plus en plus à l'appel. Donc on a aussi de la perte d'informations au niveau du comportement de l'animal vis-à-vis de son homologue. C'est vrai, toutes ces interactions qu'on a dans les écosystèmes, petit à petit, si on perd les espèces, on les perdra avec. C'est ça, et tu parlais justement du fait que les vautours fauves se font des amis, ce qui est encore une fois incroyable. Moi, je m'en remets pas. Mais peut-être qu'en réalité, ce comportement a déjà existe chez d'autres espèces d'oiseaux, mais des espèces d'oiseaux qui ont disparu, ou des espèces d'oiseaux qui sont en très très grande infériorité numérique, et ce sont peut-être des comportements qu'on ne retrouvera jamais, tout simplement parce que le nombre d'individus, il est aujourd'hui beaucoup trop faible pour pouvoir avoir ces comportements tels qu'on les avait auparavant. Oui, c'est un problème. Et c'est aussi des choses que malheureusement on peut pas forcément retrouver en captivité, parce qu'il y a beaucoup d'études qui se font sur des animaux en captivité aussi, qui permettent de comprendre un peu mieux certains comportements, mais des comportements comme ceux-là où on se rend compte que les oiseaux
ils sont partis se poser au même endroit ensemble, et ils sont toujours potes depuis qu'ils sont tout petits. C'est pas des choses qu'on peut vraiment tester en captivité au final, parce que bon, on les a toujours mis ensemble dans le même enclos, mettons, mais on sait pas en fait s'ils auraient pu créer d'autres amitiés avec d'autres oiseaux, mettons, ou s'ils auraient pu se balader et avoir des interactions avec d'autres espèces, vu que c'est un enclos dans lequel on sélectionne les espèces qu'on va mettre avec, donc on sait pas trop au niveau de l'environnement de l'animal même ce que ça va donner en fait. On sait pas comment il vit dans son environnement naturel. C'est compliqué de comprendre comment ça fonctionne, même si tu as la chance de voir l'animal en captivité. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, on a énormément d'études et je sais plus quel. J'avais lu un papier, alors il y a fort longtemps, peut-être il y a 2-3 ans, qui justement remettait en cause certaines études qui étaient réalisées dans des zoos au niveau comportemental, parce que justement on forçait les interactions entre les individus. Peut-être que tu as lu cette étude, Sophie, parce qu'elle elle peut te concerner directement, étant donné que tu travailles dans des zoos. Et donc justement, il disait que certaines études qui étaient réalisées dans des zoos ne pouvaient pas être, entre guillemets, comment dire, je vais utiliser le mot sérieuse, mais c'est pas le terme que je veux utiliser, mais je pense que tu le comprendras, parce que justement on avait un espace qui était restreint, beaucoup trop d'individus qui étaient rassemblés sur un espace aussi petit, parfois même des individus qui ne se côtoient pas, hein. Dans certains zoos par exemple, on a des oiseaux d'Amérique et par exemple d'Asie qui ne se côtoieraient par exemple jamais dans la réalité. Donc voilà, on a tous ces biais qui font que les observations de comportement que l'on peut avoir chez les oiseaux, mais aussi chez d'autres animaux encore une fois, eh bien sont à remettre en perspective vis-à-vis des comment dire, des comportements des comportements qu'on peut trouver dans la nature. Exactement. Oui, j'avais lu, c'était une publication intéressante, ça permet de mettre en perspective ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire en zoo. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire en captivité grâce au fait que justement on est l'animal vivant en face de soi. Absolument. Il y a beaucoup d'éthologie qui est faite sur des animaux de zoo d'ailleurs, hein, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, mais encore une fois, il faut faire attention à son dataset, à quelles données on a et ce qu'on essaie de tester. Il faut essayer de restreindre ces questions au maximum pour essayer d'avoir une vision la plus objective possible sur ce qu'on est en train de tester. Parce que comme d'habitude, plus il y a de paramètres dans un modèle, plus c'est compliqué de savoir pourquoi le modèle réagit de telle manière. Le but, c'est vraiment de simplifier ça au maximum pour pouvoir avoir un résultat correct dans son étude. Une question pour terminer cet épisode, Sophie, est-ce que tu as été témoin de comportements que tu n'avais jamais vus à la vie sauvage, de comportements dans des zoos qui t'ont particulièrement surprise, et des comportements qui n'ont jamais été relatés justement où les oiseaux sont en liberté? Alors, bon, je prétends pas avoir lu toute la littérature scientifique, comme d'habitude. Moi non Donc plus, il y a certainement beaucoup de choses que j'ignore, hélas. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'animaux en zoo que tu ne côtoies pas forcément d'habitude. Bon, j'ai plein d'exemples en tête, mais mettons par exemple les kookaburras. Je suis jamais allée en Australie, mais j'ai eu la chance d'en côtoyer en zoo et d'entendre leur fameux cri. Et du coup, c'est des animaux, je n'ai absolument aucune idée de comment ils réagissent dans la nature. J'ai vu des vidéos, je sais plus ou moins quelle tête ils ont, etc. Mais je sais pas comment ça fonctionne, les dynamiques de groupe, ce genre de choses dans la nature. Moi, je les ai toujours vus en couple, en captivité. Je sais même pas, en fait, comment ça fonctionne en vrai. Est-ce qu'ils sont toujours en groupe, ensemble, dans la journée, dans la nature? Est-ce qu'ils restent en couple? Est-ce qu'ils sont tout seuls, peut-être, et qu'ils se réunissent seulement le soir? J'en sais rien, en fait. Donc, ce que j'ai vu en captivité, pour moi, c'est les comportements que je pense habituels pour cette espèce, vu que c'est ceux que je connais, mais finalement, je sais pas si c'est les bons. Si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Donc, par exemple, alors pour parler d'autre chose que du kookaburra, on avait, je sais pas si vous connaissez les touracos. Les touracos sont des petites espèces d'oiseaux africains qui courent sur les branches des arbres et qui savent très bien voler aussi, qui sont généralement de couleur plutôt verte, à part une ou deux espèces qui sont plus dans les teintes violettes. Et on en avait une, notamment,
qui s'appelait Chaloui, c'était un touraco de Chalo, qui était un peu particulière parce que elle venait voir tous les visiteurs, et les touracos, lorsqu'ils font leur cri et qu'ils viennent, qu'ils veulent qu'on les remarque, en fait, ils lancent un cri assez particulier et ils retournent la tête en arrière. Et donc c'est un comportement assez spécial, c'est assez marrant à observer. Et c'est la seule qui ait jamais fait ça que je connaissais, donc ça c'est typiquement un comportement que j'ai pas vu dans la nature. Pourtant j'ai vu quelques touracos dans la nature, mais je les ai jamais vus faire ça, alors que elle en captivité elle le faisait très très régulièrement, quasiment tous les jours. Et je ne sais pas justement jusqu'à quel point c'était normal ou pas. Voilà. Ok, incroyable. Moi je me souviens, j'étais à l'université de Limoges, en 3e année on avait éthologie, et il y avait toujours une balade dans un zoo en cette 3e année, pour justement aller voir des animaux, essayer de décoder un comportement, de s'interroger sur un comportement que pouvait avoir tel ou tel animal, qui était un comportement qui était soit relaté dans la littérature, soit un comportement qui en réalité était totalement inédit. Et à chaque fois, ça revenait avec des idées originales. Je me souviens d'un groupe qui avait suivi des suricates notamment, et qui avait regardé un petit peu ce que faisait donc le surveillant. J'arrive plus à me souvenir de son nom. Qui était présent donc pour alerter justement les autres suricates d'un danger potentiel. Et donc il notait justement les différentes interactions qu'il y avait entre la vigie et puis le groupe derrière qui était en train de se nourrir, qui était en train de faire sa vie, quoi. Donc voilà, c'était assez intéressant. Bah là sur les suricates par exemple, on avait un comportement en zoo, et on a régulièrement ce comportement-là en zoo qui est un peu différent de ce que tu retrouves dans la nature. Dans la nature, donc, les suricates, c'est des animaux qui vont vivre ensemble dans une sorte de galerie qui sont toutes creusées. Comme tu as dit, t'as les surveillants au sommet qui essaient de vérifier qu'il n'y ait pas de prédateurs qui viennent les choper ou quoi. Et lorsqu'il y a des petits dans la colonie, les petits sont élevés plus ou moins par le groupe, et ils font partie, parce qu'il y a une hiérarchie très stricte dans ces groupes-là aussi, donc ils apprennent très vite où est leur place dans le groupe. Sauf que ce qui se passe en captivité, c'est qu'en fait, comme tu as un terrain assez restreint, et que les suricates dans ces cas-là sont confinés dans un environnement qui est plus petit que le territoire qu'ils auraient d'habitude, et ben il y a des problèmes dans cette hiérarchie de groupe. Et notamment, il y a des problèmes d'agressivité qui vont se déclencher. Ce qui va se passer, souvent, c'est que les petits vont être un petit peu la proie facile pour ceux qui ont des soucis d'agressivité et qui ont des problèmes qui n'arrivent pas à rentrer leur agressivité. Et ce qu'on observe souvent, c'est qu'en fait, la queue des petits se fait niaquer par certains adultes. Et tu te rends compte que la queue devient de plus en plus courte au fil des jours, parce que y en a qui... Voilà. Mais c'est terrible. Et oui, c'est terrible. Donc si tu fais pas un peu gaffe et que tu leur donnes pas un espace suffisant, et ben tu peux avoir ce genre de comportements qui sont pas top pour les petits. Incroyable. Voilà. Incroyable. Je termine sur les suricates. Oui, on dérive. Ça vole pas non plus. Hein. C'est comme les rhinos, ça vole pas. On vous rassure tout de suite. Ça aura peut-être un peu plus de chances de voler qu'un rhinocéros quand même. Pas sûr. Mais il y a une étude qui avait été menée en 2012 par des chercheurs, et ils ont déterminé comment les suricates traversaient les routes. Est-ce que tu avais lu cette étude? Non, je l'ai pas lu celle-là. Donc 82% du temps, c'était des individus qui étaient moins bien classés socialement qui traversaient la route le premier. Vas-y, fonce. Pourquoi ça m'étonne pas, en fait? Sérieusement. Et je crois que dans 12% des cas, c'était la femelle dominante qui le faisait. C'est marrant. Ouais. Ah là là, tellement de choses à raconter sur les animaux, mais on va s'arrêter là pour les anecdotes. Et c'est la fin. Exactement, c'est la fin de cet épisode. Sophie, merci beaucoup de nous avoir parlé de ces vautours qui se font des amis. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur comme les réseaux?
sur YouTube sur Entracte Science, sur Instagram @leplumeux et sur Twitter @leplumeux aussi. Et vous nous retrouvez bien évidemment, nous, le Courrier de la Sterne, sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, etc., etc. Vous nous retrouvez également sur YouTube. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les poser là-bas. On se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à partager cet épisode si celui-ci vous a plu à vos meilleurs amis, qui sait. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes.